Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du PaniniCast, le podcast d'édition Panini où nous vous parlons chaque mois de nos sorties. Et ce mois-ci, ce fut très dur de devoir choisir de parler de 4 titres seulement, tant ce programme de mars est riche en nouveautés. Heureusement, nous sommes deux à pouvoir partager cette peine, car je suis toujours avec Aurélien. Salut Aurélien. Salut Émile. C'est vrai que c'était dur, hein. Ouais, on va quand même caser quelques sorties heureusement, mais c'est vrai qu'entre Follow-X, les omnibus avec pas mal de suites super attendues, comme les Fantastic Four Dickman, on a dû faire des choix. Et notamment au programme de ce mois-ci, on va pouvoir faire un choix autour de 4 thématiques. Délire multiversel, espionnage, cosmogonie Marvel et téton saillant de Cimmérie. On commence. Alors, une des séries majeures de ce mois de mars, c'est quand même la relance de l'univers Ultimate. Tout à fait, avec Ultimate Invasion. J'ai décidé de le dire comme ça durant tout le podcast, ce qui fait que tout le monde va l'arrêter dans à peu près 2 minutes. Et ça va être insupportable. Non, bon, d'accord, j'arrête. Donc, Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et Brian Hitch. Donc, déjà, ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'on voit que c'est deux noms qui étaient associés quand même à l'ancien univers Ultimate. Brian Hitch, qui avait notamment dessiné les séries Ultimates et Ultimates 2 de Mark Millar à l'époque, et Jonathan Hickman, qui avait repris plus tard la série Ultimates, justement avec Ultimate Comics Ultimates, où il avait fait du maker, du créateur, donc le Reed Richard devenu complètement cinglé, un personnage central de son run. Une introduction sous forme de name dropping. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une vraie importance. Car Ultimate Invasion, ça remplit une espèce de contrat avec une multitude de cases qu'il arrive à toutes cocher. C'est-à-dire que c'est à la fois une évocation forcément du coup de l'ancien univers Ultimate. C'est pas avec ces deux auteurs-là que il y a quelque chose de conscient quand même à prendre ces deux auteurs-là pour relancer le nouvel univers Ultimate. Mais aussi dans les personnages, parce qu'on va retrouver du coup le créateur, The Maker, Reed Richard, là, qui va être le personnage central de cette mini-série Ultimate Invasion. Donc il y a ces références-là qui sont ici, mais c'est pas juste un clin d'œil à l'ancien univers Ultimate, c'est une histoire de SF à proprement parler, et c'est surtout la création d'un nouvel univers Ultimate. Donc c'est déjà rien que là, on voit qu'on a un espèce de programme très chargé, qui, dans les mains de scénaristes et de dessinateurs moins experts que le duo ici présent, aurait eu tout d'un voyage à l'abattoir. Ici, au contraire, Jonathan Hickman et Brian Hitch arrivent à remplir cette espèce de triple mission de récit autocontenu de SF. À la fois évocation d'un passé prestigieux et à la fois donc création d'un nouvel univers. Oui, puis en plus, ce qui est d'autant plus marrant, c'est que Hickman a aussi clôturé l'univers Ultimate via Secret Wars. Et Hickman prouve que il peut clôturer cet univers, il peut relancer des séries mutantes sur du Nil, il peut rouvrir un univers avec beaucoup de schémas et moult péripéties narratives, vraiment péripéties narratives, pardon. Voilà, bravo l'artiste. Ouais. Alors tu dis beaucoup de schémas, c'est vrai que quand même pour ceux qui sont un peu allergiques au côté page de data et schéma de Hickman, il a la main très légère sur Ultimate Invasion. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'était une petite blague dessus, parce que c'est effectivement, je sais qu'on le caricature beaucoup, et puis je pense que lui-même en est conscient, parce que je me Tout à rappelle dans fait. des forums, il fait le schéma d'un ramen. Euh, Oui. donc je pense que lui-même, en fait, sait qu'il est un peu connu pour ça, il se moque lui-même, c'est un peu gimmick narratif. Mais c'est vrai que je trouve que si on regarde ces dernières séries, que ce soit du coup, on va dire, ce qu'il a fait sur les X-Men, Ultimate Invasion, Ultimate Spider-Man ou Gods, on voit que son rapport justement aux pages de data au genre d'infos qui peuvent venir en dehors du côté purement comics, il varie énormément d'un titre à l'autre. Donc c'est assez marrant de voir que justement, il remet vachement en question son propre gimmick à travers ces dernières propositions. Mais ouais, sur Ultimate Invasion, donc il a la main plutôt légère là-dessus. Et alors, je dois avouer que je suis un peu passé à côté de ma première lecture, donc je vais faire ce que j'estime peut-être être un micro-spoiler. Je suis un petit peu rigoriste sur le terme de spoiler, donc je pense que la plupart des gens ne trouveront pas que c'est un spoiler ce que j'ai dit. C'est tout de même un micro-spoiler que j'estime être bénéfique pour les lecteurs, mais pareil, peut-être sauter 1 minute si vous êtes vraiment, vous ne voulez absolument pas de spoiler dans votre vie. Mais en fait,
dès le début, pour le coup, il n'y a pas de spoiler là-dessus, mais très très vite, il y a des histoires de nouvelles dimensions et aussi de voyage dans le temps. Et en fait, à cause de ces éléments narratifs, je m'attendais à un twist. Je pensais qu'il allait y avoir un twist dans l'histoire, un truc qui reset tout, où on se dit, ah non, tout ce qu'on vient de voir pendant ces 20 dernières pages, en fait, c'était pas le cas, blablabla, tout est effacé, on repasse à autre chose. Et en fait, non, il n'y a pas ce twist. Donc c'est là où je peux dire qu'il y a un spoiler, c'est que moi je m'attendais à un twist qu'il n'y a pas eu. Bon, voilà. Mais en fait, ça m'a un peu gâché ma première lecture, dans le sens où j'avais les yeux tellement focalisés sur ce twist inexistant que j'ai pas apprécié le récit qu'il était en train de réellement me raconter. Et du coup, en fait, en pouvant relire sans attendre ce faux twist qui n'existait pas, j'ai pu apprécier de manière considérable la lecture d'Ultimate Invasion, qui est un récit extrêmement malin, vraiment très très bien mené. Et comme je disais, c'est un récit de SF autocontenu qui fonctionne extrêmement bien. Je sais pas, toi, ce que tu en as pensé du coup, Émile? Bah, un peu comme toi, c'est-à-dire que j'étais très surpris au départ par l'annonce. Ensuite, j'ai appris que Donny Cates au départ devait être sur la série et qu'ensuite donc c'est Hickman qui était mis dessus. Donc je me suis dit c'est marrant, je me suis un peu pris à imaginer ce que Donny Cates aurait fait de la série. Puis après, je me suis dit que c'est quand même logique que Hickman la récupère. Et bah, devant les 4 premiers numéros, j'ai peut-être été un peu déçu en apparence Attention, parce que il y a que 4 numéros, hein. ah oui, pardon. Disons que c'est un peu un lapsus par rapport à ce que je voulais dire, c'est que 4 premiers numéros d'un univers qui se construit. Parce que Ah oui, ok. justement, en ça, c'est vraiment une première pierre à l'édifice. Et je trouve que ça s'apprécie, mais c'est vrai que il faut quand même se dire qu'on va aussi peut-être s'engager sur d'autres épisodes à venir, notamment le Ultimate Universe dessiné par Caselli, que je trouve vraiment super cool aussi, pareil, en un seul numéro, et qui permettent justement de commencer à encore plus appréhender tout ce qui a été mis en place, tout le contexte géopolitique, et on comprend à la relecture justement pourquoi il y a eu, et c'est d'ailleurs, je trouve, la qualité d'Hickman, c'est de nous faire passer une certaine densité de narration et d'information en Hmm, finalement que 4 numéros. Et ouais. en ça, c'est assez formidable. Et en fait, je trouve qu'il y a un... Tu dis, ouais, c'est les premières pierres d'un univers à venir, et ça, je suis d'accord. Ça fait partie justement de cette checklist qui va peut-être continuer de grandir là, au fur et à mesure de la conversation, dans le sens où, en plus d'être un récit de SF, en plus d'être une évocation de la création d'un nouvel univers, c'est aussi des pistes pour après. Hmm. Mais je trouve que c'est également un récit autoconclusif, c'est-à-dire que on pourrait s'arrêter à Ultimate Invasion, on aurait lu une histoire. C'est l'histoire du créateur et de ce qu'il estime être une utopie. Et je trouve, alors je vais essayer justement là de faire très attention à tout ce qui est spoiler, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir la vision qu'il a lui de l'utopie. Et en fait, dans le monde dans lequel on vit actuellement, sa vision de l'utopie, elle n'est pas si délirante que ça, malheureusement. Et ouais, je trouve que c'est un récit qui arrive à être en fait extrêmement politique au bout du compte. Bah, comme tout bon récit de SF, en fait, c'est un récit politique déguisé. Et je trouve Ultimate Invasion ouais, très politique dans sa vision du monde. Et dans sa vision presque même justement de l'ancien univers Ultimate aussi. Donc je trouve que plus on réfléchit à ce que la mini-série crée comme cadre narratif, plus je trouve que on se retrouve à réfléchir en fait à des choses passionnantes. En tout cas, vous l'aurez compris, Ultimate Invasion est une des séries majeures de ce début d'année, et on espère que vous serez nombreux à l'apprécier autant que nous on a pu le faire. Et quelle est l'autre série que on a énormément appréciée, qu'on espère que plein de gens vont découvrir, Émile? Alors, découvrir avec quelle substance, je ne sais pas. Je... La police nous le dira. Non, disons que Defenders en Deluxe, pour Aurélien et moi, et puis je pense aussi Jérémy, euh, Manès, qui, je sais, faisait partie du comité de lobbying intensif pour pouvoir sortir cette série-là. Donc c'est la série Defenders, enfin les séries Defenders plutôt, par Alley Wing et servie par le magnifique dessinateur Javier Rodriguez, qui vont vous permettre de vous plonger dans un univers comme vous l'avez jamais lu. Vraiment, c'est peut-être un des séries les plus grandes morrisoniens de Alley Wing, dans le côté cosmogonie d'univers, de l'univers Marvel, pardon, avec une exploration très méta de... Voilà, j'utilise beaucoup de gros mots, désolé, mais je pense que c'est en fait un récit qui parle aussi bien de bande dessinée Marvel notamment, et aussi ben, de l'histoire
tels que... Comment dire? Mais je crois que tu résumes bien l'histoire. C'est-à-dire qu'on commence par vouloir empiler des mots pour faire des phrases, et on arrive à un moment où on fait. C'est compliqué quand même, hein. Et c'est vrai que Defenders, c'est compliqué, Ouais, mais en fait, ça fait partie de la beauté du truc. C'est deux séries qui reprennent en fait le concept des Defenders, c'est-à-dire qu'ils sont une non-équipe, c'est le principe de base hmm. des Defenders, une non-équipe réunie par une espèce de hasard cosmique. Ici Et, c'est le tarot. voilà, et dans les deux mini-séries, on se retrouve avec deux équipes du coup très différentes et qui vont réunir des personnages connus comme America le Docteur Chavez, Doctor Strange, Silver Surfer, Loki. Loki, voilà, et d'autres moins connus comme Blue Marvel, Hmm. comme Clone9, comme aussi Betty Harpy, Ross. ouais, Betty, et en plus de ça, qui va aller, bah, en fait, j'ai envie de te reprendre un peu sur ton emploi de quand tu dis la cosmogonie de l'univers Marvel, parce que déjà tu emploies le singulier pour univers Marvel, alors que Oui, Halloween, un seul univers, ça lui suffit pas. Il va remonter aux itérations précédentes de l'univers Marvel pour Diable voir ce qui d'anglais. a, voilà, pour voir ce qui est arrivé à la famille de Galactus, par exemple, dans le monde précédent. Donc, Et puis d'ailleurs, il réutilise, je crois, le Galactus doré qu'on voit dans les Ultimates, il me semble aussi. ouais, et puis il réutilise une itération spécifique de Loki, et il va utiliser des choses qui sont évoquées, par exemple, dans les séries X-Men actuellement. Il va aussi utiliser des personnages qui sont extrêmement puissants et qu'on voit pas souvent dans l'univers Marvel. Il va aller dans toutes les directions et au-delà. C'est un récit dense et surtout qui a la chance aussi d'être servi par un dessinateur, Rodriguez, qui va adapter son style à chaque numéro. Chaque numéro, en tout cas dans la première mini-série, parce qu'en fait le Deluxe contient deux mini-séries, en tout cas dans la première, il va adapter son style à chaque personnage, et notamment chaque univers et chaque cosmos que vont visiter les équipes des Defenders, et qui va toujours commencer de la même manière, un personnage à l'envers, qui va raconter l'histoire de son point de vue, et du coup, on arrive petit à petit à des visions graphiques qui commencent très colorées, qui finissent par citer l'art soviétique en termes d'esthétique, avec des énormes visions de surhommes cosmiques, le noir et blanc, ou aussi même le comics au sens premier du terme, niveau colorimétrie, c'est-à-dire des personnages qui, quand ils parlent, émettent des couleurs qui étaient faites celles de l'imprimerie, donc rouge, bleu et jaune. C'est impossible à traduire en termes de mots, Ouais, mais c'est vraiment des idées graphiques folles. et en fait, le truc, c'est que ça va tellement loin que vous n'avez pas besoin d'avoir un bagage énorme pour apprécier. Là, ça donne l'impression que justement, si on n'a pas lu du Grant Morrison ou que on connaît On pas n'est ce pas qui un se spécialiste de passe, l'univers Marvel, ouais. ouais, voilà, si on n'est pas un spécialiste, on va être laissé. Non, même si on est un spécialiste, on est paumé pareil, et c'est ça qui est génial. Mm. Il y a cette phrase de David Lynch sur le cinéma qui est euh, les gens demandent le sens de mes films, la vie n'a aucun sens et ils espèrent qu'il y en a un dans mes films. Et là, c'est un peu ça. Il y a un côté, la vie n'a aucun sens. Pourquoi il y aurait un sens à cette histoire? Et du coup, c'est une espèce de quête picaresque et absolument géniale où les personnages vivent des choses comme c'est impossible d'en vivre en dehors des comics, en fait. Et du coup, bah, Defender, c'est pour moi, ça représente un petit peu la raison pour laquelle je lis de la BD. C'est pour lire des choses comme ça, quoi. C'est ça, et puis je rajouterais même aussi, j'aime bien me sentir con en lisant de la BD. C'est-à-dire quand je lis Sandman, je comprends pas tout. Et pourtant j'adore Sandman. Et pareil avec des BD de Grant Morrison. Et là je pense que c'est aussi un cas d'une BD produit par un éditeur mainstream. Donc c'est la preuve que justement, chez Marvel, vous pouvez lire des expériences graphiques ou narratives très différentes. Et je trouve que la proposition qu'ont fait Ewing et Rodriguez sur ces deux mini-séries qu'on compile nous en un seul deluxe permettent justement de montrer la diversité de récits qu'offre Marvel. Et j'ai conscience aussi avec Aurélien que voilà, c'est peut-être pas la meilleure manière de vendre le récit aussi en disant achetez-le, vous allez rien comprendre. Mais d'une certaine manière, les pires vendeurs du monde, tu vois. Mais en soi, c'est aussi effectivement pour ça qu'on. Enfin, voilà, à titre personnel, nous lisons de la BD. C'est aussi pour avoir des expériences graphiques, un peu comme le Doctor Strange Fall Sunrise, dont on a parlé quelques semaines auparavant. C'est l'expérience qui offre une expérience narrative et graphique qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tous les jours et qui font aussi qu'on lit de la BD tous les jours.
Pour continuer, je vais parler encore d'un titre de Jonathan Hickman. Décidément, Euh, on a vraiment des marottes, hein, c'est pas possible. ouais, c'est ça. Alors après, on a tiré à pile ou face. Est-ce qu'on allait parler du second omnibus de Fantastic Four ou de Secret Warriors en omnibus? Et finalement, c'est tombé sur Secret Warriors. Donc on sait que notre charmant monteur Emmanuel va pester, vu que je sais qu'il adore le run des Fantastic Four de Hickman. Et Mais que ça fait bon, 2 fois qu'on esquive le sujet. mais voilà, on va quand même parler de Hickman avec Secret Warriors. Je vais juste prendre 1 minute 30 pour parler de la genèse du projet Secret Warriors. C'est assez intéressant dans le sens où c'est Bendis et Brevoort, qui était son éditeur à ce moment-là, du coup, qui ont eu l'idée de la série Secret Warriors, donc de ramener Nick Fury sur le devant de la scène au moment de Secret Invasion en mettant Nick Fury à la tête d'un groupe en fait de chenilles, je crois que c'est le terme qui est employé, c'est-à-dire des êtres dotés de super pouvoirs mais qui ne sont pas encore rentrés dans l'arène des super-héros et des super-vilains. Et ces chenilles donc de Nick Fury allaient lui permettre de mener une guerre bien particulière. Alors déjà lors de Secret Invasion contre les Skrulls, mais surtout après ça, et c'est une idée de Bendis, que Nick Fury se rend compte que le Shield en fait a été créé, donc son organisation de super espionnage a été créée avec un but tout à fait pas innocent par ses pires ennemis, l'Hydra, et que en fait le Shield d'une certaine manière travaille pour l'Hydra en sous-main depuis sa création. Et tout ça, pour l'instant, comme vous voyez, il n'y a pas le nom de Jonathan Hickman qui est rentré dans la boucle, parce que en fait, à ce moment-là, ça devait être Bendis qui devait écrire ça, mais Bendis en a déjà trop sur son plateau. Donc il dit bah, non, par contre, il y a ce mec que je connais pas, hein, mais dont j'ai lu la série Nightly News, qui est vachement bien en indé, là, Jonathan Hickman, on pourrait lui proposer. Et Jonathan Hickman à ce moment-là avait déjà bossé vite fait pour Marvel sur Strange Tales, où il avait notamment écrit des histoires avec Sunspot, donc Solar et Rocket, donc Cannonball, hein, pas Rocket Raccoon, des personnages qu'il réutilisera bien plus tard d'ailleurs. Et du coup, bon, bah, ils ont décidé, ok, on fait comme ça. Et on fait comme, par exemple, il y a eu sur Iron Fist le duo entre Brubaker et Fraction. Et ben ici, ça allait être un duo Bendis et Hickman, au moins le temps du premier arc, histoire de lancer le truc. Et en fait, au troisième épisode écrit, il y a Bendis qui vient voir Brevoort et qui lui dit non mais faut que t'enlèves mon nom de la couverture, je ne fais rien. Il fait tout. Voilà. Et c'était pas une manière de se plaindre du tout, mais c'était une manière de dire il faut que le crédit soit rendu au vrai auteur de la série. Et en fait, Jonathan Hickman était arrivé dès le début sur Secret Warriors avec un plan pour 66 épisodes. Il avait prévu toute son histoire sur 66 épisodes. C'est lui qui a designé aussi le logo du coup de Secret Warriors et l'architecture des couvertures. Il avait tout pensé, et voilà, et il était un vrai bourreau de travail sur la série, à tel point que du coup Bendis a dit non, non, mais enlève-moi tout de suite de la couverture, ça sert à rien, c'est lui qui fait tout. Et mon Prévort a dit non, non, on te laisse, comme on a dit, on te laisse au moins le premier arc, parce que bah, en plus ton nom aide à faire vendre, mais bon, ok, après ça, on enlève ton nom. Donc la série, du coup, Secret Warriors vient d'un pitch de Bendis, mais est, comme vous pouvez le voir avec cette anecdote, écrite à 99,9% par Hickman, qui du coup n'ira pas au bout des 66 épisodes. La série dure moins longtemps forcément, parce que bah, une série où le perso principal et le seul vraiment connu, c'est Nick Fury, évidemment. Bon, dans un marché qui est quand même un peu plus volatile à ce moment-là, le fait qu'elle va déjà durer une trentaine d'épisodes, c'est déjà très bien. Et du coup, il va réduire ses plans pour que son intrigue sur 66 épisodes rentre sur une petite trentaine. Je trouve ça génial, Secret Warriors, notamment aussi parce que c'est dessiné en grande partie par deux dessinateurs vraiment brillants qui sont Stefano Caselli, donc on a cité son nom tout à l'heure parce il a retravaillé avec Hickman sur Ultimate Universe, et Alessandro Vitti qu'on a vu récemment sur des épisodes de Sins of Sinister.
et quelques épisodes par Malef, mais qui sont justement ceux qui mettaient en place la situation, je crois, dans Mighty Avengers. Et il y a aussi quelques autres dessinateurs qui font ici et là un numéro, mais vraiment Caselli et Vitti font genre 80% du boulot. Et ouais, c'est vachement bien, le cast de personnages est génial. Le fait que ce soit des personnages pas connus, bah, ça permet en fait de raconter plein de trucs différents, etc. C'est vrai qu'on sent que la fin est un peu rushée. La deuxième moitié de la série, elle accélère un petit peu le rythme sur des trucs qu'on aurait aimé voir durer plus longtemps et tout ça, mais euh, c'est pas rushé au point que ce soit dommageable pour la série, c'est plus du ah c'est con, j'aurais bien aimé que ce morceau d'intrigue se développe sur 5 épisodes plutôt que sur un, quoi, voilà, des choses comme ça. Mais voilà, et ouais, non, dans l'ensemble, c'est vraiment brillant, et ça fait partie de ces séries, bah, en fait, qu'on ne devrait pas reproposer en omnibus, si ce n'était le nom de Jonathan Hickman qui permet de le faire, et c'est cool, parce que c'est vrai que c'est comme on le disait avec Defenders là il y a un instant, c'est vrai que c'est cool d'avoir des séries qui sont pas les fers de lance. Il n'y a pas que Amazing Spider-Man, il n'y a pas que Avengers, il n'y a pas que Uncanny X-Men. Il y a des séries qui sont des espèces de trucs qui vivent en marge et qui sont là où on peut trouver vraiment beaucoup d'originalité. Alors il y a de l'originalité aussi dans les grands titres, mais disons que c'est vrai que Jonathan Hickman, qui à ce moment-là est un scénariste pas très connu et qui fait ses armes sur des personnages qui le sont encore moins, ouais, ça donne lieu à énormément de grands moments de bravoure, quoi. Bah, par exemple, je suis pas entièrement fan de son travail globalement, mais Tom King est un scénariste que je trouve intéressant aussi parce que justement, il travaille des personnages qui sont pas forcément les plus connus. Et Ouais. ça que j'avoue qu'avec le temps et puis la lecture de comics, euh, je me prends à finalement des fois beaucoup plus aimer des séries dites secondaires, dites tertiaires même, ou avec des Mm. personnages de même rang, que des fois des séries de premier plan. Et Secret Warriors, évidemment, si ce n'est le nom de Hickman, en fait, c'est une série qu'on n'aurait pas pu republier en fait autrement qu'en omnibus parce que en deluxe, clairement, ça aurait été très compliqué en termes de. Pour parler un peu vulgairement, valeur purement marchande. euh, Mm. Nick Fury, bon, c'est Oui, oui, bah c'est c'est pas. c'est pas Voilà. le plus vendeur en France, quoi. Non, c'est sûr. Et ouais, non, et c'est vrai que pour revenir sur la distinction entre les grandes séries majeures et les séries secondaires, voire tertiaires, les grandes séries majeures sont souvent, je trouve, plus difficiles à écrire. C'est pas qu'elles peuvent pas être bien, c'est qu'elles sont plus difficiles à rendre originales ou différentes ou attrayantes, en tout cas pour tout le monde. Il y a un cahier des charges qui est beaucoup plus contraignant sur des séries comme Defenders ou Secret Warriors. Les scénaristes souvent, ou pour parler de la distinguée concurrence, quand Tom King, pour reprendre ton exemple, fait sur... Strange Adventures Ouais, c'est à lui que ou je Mister pensais. Miracle, hein, donc, Oui, voilà, bah, il peut se permettre plus de choses, et voilà, c'est vrai qu'il y a un bonus de créativité, du coup. oui, parce que par exemple, voilà, moi, ce qu'il avait fait sur la Vision et parce que Ouais, pour faire la parenthèse, moi la Vision évidemment, pas parce que c'est chez Marvel, mais non, j'aime non. beaucoup la Vision et c'est vrai qu'aussi son Strange Adventure j'aimais beaucoup plus Hmm. et aussi récemment son Human Target était vraiment génial pour le coup. Oh oui. Si ce n'est, bon, désolé, on a ouvert une parenthèse Ouais, dans la oh, c'est pas... parenthèse. Bon, au fond, du multiverse pour parler d'Hickman, est-ce que c'est vraiment si grave? Voilà. En tout cas, moi, tu m'as donné bien envie de le lire, alors que, j'avoue, je l'ai pas encore lu, et j'ai très très hâte de le découvrir. Et ben, j'espère. Je crois que c'est dans les 3 premiers numéros, un truc comme ça. Il y a une des meilleures répliques de Nick Fury de tout l'univers. Je te laisse la découvrir, et je laisse les lecteurs aussi la découvrir. Je n'y manquerai pas. Et pour finir, dans ce qui nous concerne au niveau des grands titres qu'on va aborder ce soir, j'aimerais finir avec le Conan donc de Jim Zub et de surtout Roberto de la Torre. Par com! C'est ça. Bon, ce qui est très drôle en plus, c'est qu'Aurélien, à chaque fois qu'on parle de Conan, est toujours en mode genre bon, je vais pas pouvoir dire grand chose parce que c'est pas un personnage que. Oui, bah oui, c'est pas le personnage qui me parle le plus. Voilà, j'avoue. Mais vas-y, je te laisse parler parce que j'ai quand même des choses à dire sur celui-là. Alors que voilà, moi, avec mon petit corps chétif, malheureux. Disons que proportionnellement, j'aime beaucoup Conan. Justement parce que je trouve il est vachement intéressant comme personnage. Et oui, car on a en fait cette nouvelle série à vous proposer. Nouvelle série qui a commencé chez Titan, qui a récupéré les droits en fait à la suite de Marvel.
et une nouvelle série qui est scénarisée par rien de moins que Jim Zub, qui en fait était Jim Zub, le scénariste de la série Marvel pour les 3e et 4e 100% qu'on avait pu sortir à l'époque. Jim Zub qui est un scénariste en fait qui connaît très bien le personnage de Conan et qui, à travers cette nouvelle série, va nous proposer une aventure de Conan qui va pouvoir s'inscrire dans différentes périodes du personnage. En ce qui concerne ce premier tome, on est vraiment au moment où Conan est des mercenaires et va revenir en Cimmérie pour une raison assez simple, c'est que il y a des zombies qui sont ici appelés les êtres pâles, convoqués par rien de moins que Tulsa Doom, un des grands méchants emblématiques de Conan, qui était d'ailleurs qui a eu le droit à une version cinéma dans le film de John Milius. Et le deuxième tome qu'on sortira d'ici l'automne, normalement, sera au moment où Conan venait d'être pirate avec. Bélite, la reine pirate. Merci beaucoup, voilà, exactement, tu vois. Voilà. Donc on est vraiment, comment dire, j'ai envie de dire pour citer l'expression infamante qu'on utilise toujours pour parler du Japon, on est dans un Conan entre tradition et modernité. Non, parce que Jim Zub connaît ses classiques, ça se voit, ça se ressent. Roberto de la Torre, formidable dessinateur, justement cite ouvertement le Conan de John Buscema graphiquement et propose une vision de Conan que je trouve vraiment magnifique avec des planches qui sont tout encadrées. Et le dessinateur qui sera sur le deuxième tome, Doug Braithwaite, aussi dans un sillon plutôt classique du dessin de Conan. Tout ça pour dire que ce Conan est, je trouve, une très bonne porte d'entrée, comme à chaque fois je ne cesse de le dire sur Conan, puisque c'est une aventure qui peut se lire vraiment sans aucun préalable. Et en même temps, pour les vieux lecteurs qui achètent nos intégrales, qui lisent Savage World of Conan, qui ont acheté les Chroniques de Conan à l'époque, ou qui lisent les omnibus qu'on a pu sortir, que ce soit l'omnibus Conan par Karine Hord et Kurt Busiek, ou le King Conan Colossal par Joe Fredo et Truman. Vraiment, je trouve une aventure qui est vraiment très bien, très dense, très à l'ancienne, avec une narration qui voilà, va vous prendre du temps à lire, et aussi admirer les planches, parce que vraiment c'est un travail qui est formidable, je trouve, au niveau graphique, et je suis très très content qu'on puisse le proposer. Ouais, et du coup, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que, donc, comme tu l'as dit au début, je suis vraiment pas un aficionado de Conan. C'est un personnage où ça me passe un peu au-dessus. Voilà, j'en lis de temps en temps quand même parce que je veux pas mourir con. Mais voilà, je prends des fois du plaisir même en lisant, mais voilà, je reste un peu sur la touche quand même. Et du coup, bah là, j'ai quand même essayé celui-là. Et qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! C'est-à-dire, tu dis que il y a une inspiration de John Buscema, et c'est vrai qu'on la voit. Et à la fois, je trouve que ça fait pas, ça C'est fait pas daté, c'est pas vieillot. Ouais. Ouais, ça fait pas truc pesant ou faisandé ou cette espèce de révérence qui est trop pesante envers un style ancien. Là, je trouve que il a complètement digéré Buscema et il en fait sa propre interprétation et dans une interprétation moderne, voilà, et sublimé par les couleurs de Dean White. Moi qui trouve que souvent la palette de Dean White est un poil trop prégnante à mon goût. Là, il se fait même oublier, je trouve. Il arrive à, à proposer un truc qui est complètement cohérent avec l'univers de Conan et avec ce qui est proposé par Zub et De La Torre. Vraiment, ouais, c'est vraiment sublime. Et ouais, il y a un côté à l'ancienne dans la narration et tout ça, mais pareil, qui semble pas faisandé, pas, ouais, Pas euh, poussiéreux, ouais. ouais, c'est très très réussi là-dessus. Moi, encore une fois, ça me parle pas plus que ça parce que le personnage me parle pas plus que ça. Mais quand je lisais les premiers numéros, j'étais là, ah putain, ceux qui aiment Conan, ils vont aimer normalement quoi. Ça coche énormément de cases. Et, ouais, c'est en plus, ça charcle bien. Ouais, C'est, on sent qu'en fait ils sont passés chez un autre éditeur parce qu'ils se permettent beaucoup plus de choses. ouais. Il y a beaucoup de nudité, il y a beaucoup de sang en fait. Ouais. Alors celui de Aaron et Asrar était pas non plus Oui, complètement c'était pas du aseptisé. René quoi, c'est sûr. Ouais. Ouais, voilà. Mais là, ouais, c'est vrai que il y a un cap supplémentaire en termes de violence. Non, non, voilà. Euh, Juste pour dire que, ouais, même en n'étant pas un énorme fan, j'arrive à me rendre compte que, ouais, c'est bien, quoi. C'est chouette. Et programme de mars très riche oblige. On avait quelques recommandations et backup en fait de fin d'épisode à vous faire.
Ouais, habituellement, on essaie de vous proposer d'autres choses, de parler de d'autres trucs. Là, on va continuer de parler du programme de mars, du coup. On commence par quoi dans ces petits bonus? Bah, moi, je dirais déjà, moi j'aurais parlé de Fall of X parce qu'on sort comme le premier numéro de Fall of X qui commence avec rien de moins que la FR Gala. Le gala des damnés qui, pour le coup, porte bien son nom. Ouais, alors on va essayer de rien trop spoiler, mais déjà la Non, période non. donc s'appelle Fall of X, donc la chute la chute du X, la chute des mutants, quoi. Donc Jusqu'ici, tout va bien. ouais, voilà. Et vu que l'ouverture, ça va être le gala des damnés, bah, les précédents, il s'est passé pas mal de choses, et là, il va se passer pas mal de choses aussi dedans. Et après, il va y avoir la suite de certaines séries régulières, comme du coup X-Force, Wolverine, X-Men et compagnie, qui vont continuer leurs intrigues, mais dans une situation qui est plus exactement la même. Et à côté de ça, des nouvelles mini-séries qui vont venir suivre dans ce nouveau statu quo les destins de certains personnages comme Diablo, Jean Grey. comme Jean Grey, comme Iceberg, etc. Et ça va être le lieu à pas mal de récits assez courts, parfois assez intenses. Voilà, le statu quo change pas mal. C'est difficile d'en dire beaucoup sans trop spoiler, mais on a employé l'expression que ça charclait bien côté Conan. Ça charcle bien ici aussi. Oui, et puis il y a quelques numéros, quelques passages du Hellfire Galaxy qui sont signés par plusieurs dessinateurs. Et je pense qu'il y a une des plus belles planches qu'a signé Pepe Larraz dessus, avec Ouais, Malicia, que je trouve fabuleuse. démente. Ouais, je Ouais, vois voilà. laquelle tu fais de référence. Voilà. Mais en tout cas, on reparlera sûrement un peu plus en détail de toute la période de Krakoan, des X-Men, au moment de d'années numéros qui vont conclure en fait cette grande épopée Krakoan. Tout à fait. D'autres petites recommandations dont on peut parler là comme ça au débeauté. Moi j'avais envie de parler de Captain America, l'armée fantôme, qui est un récit particulier dans le sens où il ressemble au 100% déjà en termes de format, mais il l'est pas complètement. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi, Émile? Oui, en fait, tout simplement parce que c'est pas forcément une parution 100% Marvel, mais une parution qui est issue de l'éditeur Scholastic. On avait déjà publié du Scholastic, un éditeur spécialisé en Young Adult, avec des séries comme Miles Morales, signé du français. Alors évidemment, j'ai oublié son nom, parce que je suis très nul en nom, mais c'est un peu la honte. Et on a aussi fait du Miss Marvel en format next-gen, donc en petit format, vous savez, 15 par 21. Et là, vu le personnage et puis même aussi vu la beauté graphique des dessins, je pense qu'il y a un peu plus tard, on s'est dit que ce serait intéressant de le faire en format comics classique, mais avec une charte graphique qui reprenait la version américaine, à savoir une couverture un peu apparente signée par David Ara. C'est quand même toujours bien appréciable. Et ouais, et moi j'ai vraiment bien aimé le côté un peu young adult justement, voire presque jeunesse par moment, mais du coup on se retrouve avec un récit de la Seconde Guerre mondiale sur Captain America et Bucky, avec pas mal de guests ou en tout cas de personnages de l'univers Marvel qu'on s'attend pas forcément à retrouver dans une histoire sur Cap et avec à la fois un côté historique et des références à des trucs très parfois presque scolaires, mais vachement bien intégrés à l'histoire, un côté un peu mystique à d'autres moments, des rebondissements. Je trouve que l'histoire arrête pas de rebondir dans des sens auxquels on s'attend pas forcément. Et c'est une narration presque un peu à l'ancienne, mais bah, pareil que pour Conan, pas, qui fait pas vieillotte, quoi. On se retrouve avec une histoire de Captain America durant la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, c'est hyper accessible et à la fois ça fait pas comics des années 60, quoi. Donc je trouve que c'est ouais, c'est très réussi. Moi, je dirais pas jusqu'à dire un coup de cœur, quoi, mais en tout cas, c'est un comics que j'ai commencé à lire un petit peu juste pour me tenir au courant, me tenir au jus, etc. en tant que community manager et tout. Et j'ai pris un énorme plaisir à le lire, quoi. Voilà, donc voilà, j'avais envie qu'on en parle au moins vite fait là, dans l'émission. T'as dit aventure de Captain America, mais j'ai retrouvé Captain America et Bucky, puisque justement, je Ouais, trouve que le prisme young adult passe vachement par ce personnage-là. Et c'est vrai. notamment par la manière dont il voit les événements et la manière aussi dont il est dévalorisé par rapport à des personnages adultes en fait. Et en Ouais, ça, j'ai trouvé que c'était une approche plutôt intéressante. C'est vrai que c'est pas un personnage qu'on a l'occasion d'explorer forcément toujours en détail.
Ouais, ou en tout cas pas dans sa version jeune, quoi. On le Oui, retrouve oui, bien sûr, oui, plus dans évidemment, la Winter version Soldier. Winter Soldier, voilà, soldat de l'hiver. Là, c'est l'occasion de le. C'est vrai qu'il est presque plus important que Captain America, ou en tout cas vraiment sur un pied d'égalité sur l'ensemble du récit, ouais, c'est vrai. Et pour finir, on voulait aussi également évoquer l'anthologie Marvel Age 1000, qui est aussi un coup de cœur commun avec Aurélien. Ouais, alors la petite histoire derrière, c'est que il y a eu, il y a de ça maintenant, quoi, c'était il y a 3 ans, Marvel Comics 1000, qui était du coup un espèce de numéro d'équilibriste avec des histoires d'une page, dans l'ensemble formait une grande histoire quand même, et qui célébrait toute l'histoire de Marvel pour son anniversaire, etc. C'était vraiment un jeu d'équilibriste avec un nombre d'auteurs absolument délirants et c'était un who's who du monde des comics qui était fabuleux. Après ça, pour être un peu dans le même côté anthologique, mais avec une anthologie plus classique, et cette fois pour célébrer l'anniversaire de Spider-Man, il y a eu le numéro Amazing Fantasy 1000. Donc, comme si Amazing Fantasy avait continué d'être publié, et que du coup ça faisait le 1000e numéro, voilà. Et qui était une anthologie très réussie sur Spider-Man d'ailleurs. Et en fait, vu que ces anthologies avaient bien marché, Tom Brevoort, on lui a dit, bah, est-ce que tu peux pas en faire une autre? Et il est venu avec Marvel Edge comme nom, ce qui lui permettait en fait surtout d'avoir une espèce de porte ouverte sur toutes les différentes facettes de Marvel, pour le coup, sur tous les personnages. Mais pour le coup, le Marvel Edge 1000, la numérotation, elle a pour le coup un peu aucun sens. Mais on s'en fout parce que ça donne lieu à peut-être la meilleure anthologie du lot. Moi, j'ai trouvé que ouais, c'était certes une anthologie toujours d'un niveau varié, mais là, le niveau global, il est excellent, vraiment, Ouais. quoi. Bah, en fait, vous avez littéralement tous les meilleurs scénaristes et dessinateurs de plusieurs générations qui se côtoient. Vous avez aussi bien Mark Waid, Stegman, Dan Slott, Straczynski, Cappuccio dans les petits modernes, parce que le dessinateur de Moon Knight, Pepe Jason Larraz, Steve Aaron, McNiven, Adam Kubert. Ouais, donc enfin, on pourrait encore en citer quelques-uns. Karen Andrews aussi qui fait une super histoire avec Straczynski. Non, ouais, vraiment, vraiment, il y a rien à acheter, hein. Enfin, bon, après, voilà, c'est toujours facile de dire ça de ouais. l'autre côté, mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment stratosphérique. Je vais être la personne la plus honnête du monde et dire qu'il y a une histoire dans le lot qui m'a moins parlé que les autres. Voilà, il y en a une vraiment où j'étais là, ok, voilà. Mais sur les, du coup, 8 histoires que ça comporte, il y en a qu'une qui m'a donné cet effet-là. Les 7 autres, j'étais là, putain, c'est vachement bien, au Ouais, minimum. ouais. C'était il y en a 2 ou 3 où j'étais là, ok, très bien, bon, ok. Comment il y a autant de perfection dans une seule anthologie? Je ne comprends pas. Non, mais Vraiment, la Straczynski Andrews, elle est super. Enfin, moi, j'aime ouais, beaucoup elle est celle-ci. vraiment très très bien. Très, très, Elle fait très partie de touchante. celles ouais, qui m'ont fait ça. Moi, il y a celle de Rainbow Rowell et de Marguerite Sauvage sur l'histoire d'amour entre Cyclope et Jean Grey, que j'ai trouvé d'une finesse, d'une beauté, d'une poésie infinie, quoi. C'était incroyable. Non, vraiment, voilà, en termes d'anthologie, vous allez vous prendre, j'ai envie de dire, au moins 2, 3 claques et être satisfait à minima du reste. Allez-y, foncez. Donc voilà, comme on l'évoquait un peu plus tôt dans l'émission, c'est pas forcément des personnages, ou en tout cas un style d'histoire qui est peut-être le plus vendeur, mais vraiment, si vous avez envie de vous offrir une petite récréation visuelle et narrative autour de l'univers Marvel, c'est peut-être un bel album qu'on vous conseille également pour ce mois de mars. Ouais, à Et je fond. crois qu'on a fait le tour de... Enfin, pas tout est sorti, mais du moins de la plupart des séries qui nous plaisent et qu'on vous conseille ce mois-ci. Et du coup, ben, on vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission du Pennycast. Et comme à chaque fois, on remercie Emmanuel pour le montage, Clembé pour l'habillage sonore et le générique. Et à la prochaine. Salut Aurélien. Salut, à la prochaine. Ciao.